Comment faire un bon jumpscare? Je sais, aujourd'hui on a tendance à dire que les jumpscares, ces moments où on sursaute devant un film d'horreur, sont un procédé très facile, trop facile, et finalement assez nul pour donner une illusion de peur aux spectateurs. Et c'est vrai que depuis un certain nombre d'années maintenant, on en bouffe à toutes les sauces, à tel point qu'on a fini par trouver ça plus ridicule qu'autre chose. Mais vous savez quoi? Il y a des tas de jumpscares dans l'histoire du cinéma qui sont non seulement hyper efficaces, mais aussi très intelligents. Et personnellement, j'adore ça, parce que j'adore avoir peur. Alors aujourd'hui, je vous propose d'analyser ensemble l'un des jumpscares cultes du cinéma d'horreur moderne. Je parle bien sûr de cette scène du film Insidious. Insidious est un film d'épouvante sorti en 2010. Ça fait déjà 15 ans, nom d'un chien, et réalisé par James Wan, la fameuse époque où le futur réalisateur des premiers Conjuring et producteur d'un peu tout le Conjuringverse savait encore faire de l'or avec de la boue grâce à une mise en scène assez géniale. Insidious, qui est le premier volet d'une saga qui comporte aujourd'hui 5 films et qui en attend un 6e, c'est l'histoire d'une famille touchée par des phénomènes paranormaux. Oui, alors dit comme ça, c'est pas un modèle d'originalité, mais le cas du petit Dalton n'est pas banal. Et je parle bien du fils de Josh et Renee, pas du petit frère d'Avril. Ce pauvre gamin, c'est ce que Elise, la médium du film, appelle un voyageur astral. C'est-à-dire que, lorsqu'il dort, ses rêves le portent dans le lointain. C'est-à-dire des sortes de limbes dans lesquelles errent les morts et les démons. Jusqu'au jour où Dalton rêve tellement fort qu'il est kidnappé par un démon dans cette dimension de l'au-delà et qu'il ne peut plus retrouver son corps pour se réveiller. C'est là que ses parents, incarnés par Patrick Wilson et Rose Byrne, vont devoir tout faire pour aller le chercher. Une petite histoire pas plus brillante qu'une autre et à la production complètement fauchée, ce qui se voit pas mal à la photographie qui a super mal vieilli, mais qui aura été tellement efficace dans ses moments de flip et dans son univers parallèle de train fantôme qu'elle aura tout de même rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office après en avoir coûté à peine 1,5 million. Je suis nulle en maths, mais ça, je crois que c'est ce qu'on appelle une bonne opération. Bref, l'une des raisons pour lesquelles Insidious a su séduire le public, c'est parce qu'il a réussi, tout simplement, à le terrifié. En ce qui me concerne, je me rappelle avoir été cette personne détestable dans la salle le jour de la sortie qui hurlait toutes les 5 minutes avec ses potes dès qu'il y avait un bruit. Mais j'avais peur, ok? Bon. Aujourd'hui, l'une des scènes qui restent les plus emblématiques de la force de frappe horrifique d'Insidious, c'est son jumpscare le plus fameux, celui qui voit apparaître le démon rouge derrière l'épaule de Josh. On a tellement vu cette image qu'aujourd'hui, elle ne vous fait peut-être plus peur, ou alors peut-être qu'elle vous a profondément marqué et qu'elle vous terrorise toujours. Toujours est-il que je vais vous expliquer point par point pourquoi elle a si bien fonctionné à l'époque en reprenant le déroulé de la séquence image par image. La scène commence lorsque Josh et Renee rendent visite à la mère de Josh, Lauren, incarnée par l'excellente Barbara Hershey, afin qu'elle leur explique ce qu'elle sait sur le cas de Dalton. Elle va, en l'occurrence, leur révéler que Josh était lui aussi un voyageur astral dans son enfance, et que c'est comme ça qu'elle a pu comprendre ce qui clochait avec le gamin. Les personnages sont assis autour d'une table, et la caméra passe tranquillement de Renee à Josh à Lauren, dans un montage simple et un enchaînement de plans moyens cadrés au niveau de la poitrine ou des épaules. A priori, rien de plus classique pour filmer un dialogue. Notons tout de même déjà que la caméra est plus resserrée sur Renee, et surtout qu'elle effectue un très léger travelling sur elle. C'est parce qu'au début de cette conversation, Renee est déjà angoissée, apeurée, persuadée qu'elle a affaire à des événements paranormaux. Et elle est déjà dans le récit de ce qu'elle est en train de traverser. La mise en scène se veut donc plus intimiste et immersive quand elle a la parole. Tandis que Josh, qui est encore sceptique et imperturbable, est filmé avec plus de recul et dans des plans fixes qui sont finalement plus froids. Idem pour Lauren, dont on ignore encore à ce moment-là où elle se situe vis-à-vis de l'hypothèse surnaturelle. Lorsque la caméra se met à privilégier Lauren et que c'est elle qui entreprend un récit, la caméra commence à s'avancer vers elle aussi, même si c'est très léger. Et au fur et à mesure des plans, à chaque fois qu'on va revenir sur Josh, toujours sceptique, mais qui fait de moins en moins le malin, les plans vont se resserrer de façon presque imperceptible, de manière à ce qu'entre le début et la fin de la scène, on soit passé de loin de Josh à très près de Josh, presque sans l'avoir vu venir. De la même façon que l'histoire de Lauren va pénétrer en lui et en nous au fur et à mesure qu'elle la raconte. Mais avant d'en arriver là, il y a bien sûr les flashbacks qui vont venir illustrer le récit de Lauren. Le premier commence dans un couloir plongé dans le noir, et là aussi, on est sur un travelling qui vient faire écho à ceux du présent, et qui vient prolonger le sentiment d'immersion, l'impression de littéralement plonger dans une autre dimension. Avec ce procédé tout simple, la mise en scène vient presque mimer le fameux voyage astral qui est au centre de la conversation. Elle en donne déjà une certaine expérience inconsciente au spectateur, bien avant que le film ne nous emmène pour de bon dans le fameux lointain. Mais ça ne passe pas que par la caméra. À l'instant où on bascule dans le flashback, il y a une sorte de son de drone angoissant qui arrive. Là encore, au-delà de nous mettre en condition pour avoir peur, ne serait-ce que par habitude du fonctionnement des jumpscares, ça renforce le côté immersif et ça incarne de façon sonore cette fameuse autre dimension qui est partout autour de nous
mais qu'on ne voit pas et dans laquelle rôdent les démons. Détail qui n'en est pas un, quand on ressort du flashback, pour revenir sur Lorraine, le son du drone s'arrête. Il y a une volonté de marquer précisément la différence entre deux terrains, celui du présent et de la réalité, dans le cadre ordinaire d'une salle à manger, et celui du récit horrifique, de la dimension surnaturelle, qui est le cadre de la peur. Mais comme Lorraine continue de parler, les travelling légers continuent sur elle et sur Josh, et le son de drone reprend pour nous faire passer dans le second flashback. Alors on a peut-être l'impression que tout ça se passe sur un certain temps, quand je détaille comme ça, mais en réalité c'est l'affaire de quelques secondes. Sauf que chaque instant de ces quelques secondes est utilisé de façon très spécifique pour construire le jumpscare à venir. C'est pour ça que je m'arrête sur tous ces détails. Ce deuxième flashback nous fait donc tourner dans l'obscurité d'un couloir dans lequel on ne discerne à peu près rien, si ce n'est la porte de la chambre de Dalton qui s'ouvre dans un grincement flippant. Le spectateur, qu'il soit habitué aux films d'horreur ou pas, à ce moment-là, il s'attend évidemment à voir quelque chose de terrifiant. L'obscurité quasi totale, le son badant, le grincement vicieux de la porte, la caméra qui tourne presque assez pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dans la chambre, mais pas tout à fait. Et c'est le moment où pas mal de gens commencent à se cacher les yeux parce qu'on sait, à ce moment-là, qu'on va flipper. Parce que tout nous y a préparé. Et c'est important qu'on soit presque surpréparé à flipper à ce moment précis. Avant qu'on puisse voir donc la fameuse apparition, on revient encore un coup dans le présent avec Lorraine. Le drone s'estompe, on se raccroche aux branches du cadre de la réalité pour prendre un moment de répit avant ce qui va suivre et qu'on attend en se rongeant les ongles. Détail très important de ce plan sur Lorraine. Elle tourne les yeux vers Josh et il ne se passe rien. Elle le regarde, la caméra bascule sur lui et tout est normal si on nommait les fameux travelling qui continuent. Alors ça pourrait être très anecdotique, mais à ce stade de la séquence, c'est crucial que le spectateur pense que l'espace entre Lorraine et Josh est safe. Au fur et à mesure du champ contre champ, volontairement répétitif, il y a une routine qui s'est installée dans notre œil. Ça devient littéralement notre zone de confort dans une séquence qui commence à nous filer les foies et on est trop focalisé sur la peur des flashbacks qu'on ne fait même pas attention au fait que la caméra a ménagé petit à petit avec ses travelling, un léger espace à gauche de Josh, dans cette zone littéralement grise, qui va évidemment servir plus tard. Bon, les travelling s'intensifient, la voix de Barbara Hershey devient de plus en plus pesante, le rythme du monologue devient de plus en plus lent, le son du drone redevient prégnant, et hop, on replonge dans la dimension du flashback. Et là, on sait qu'on va dérouiller. Normalement. En effet, cette fois, la caméra va enfin dévoiler ce qu'il y avait derrière la porte de la chambre de Dalton, dans ce fameux souvenir. Voilà, il est là, ce terrible démon à la silhouette très grande, très sombre, humaine mais pas vraiment, qu'on devine à peine dans l'obscurité, mais c'est bien assez pour hanter nos cauchemars. Surtout qu'à ce moment-là, la musique discordante et très effrayante emblématique de la saga se lance pendant quelques secondes et vient officialiser la présence et la menace du démon. On n'est plus seulement dans la dimension de la peur cette fois. La peur, elle est là tout court. On continue sur ce modèle avec un retour dans la salle à manger, puis un dernier retour au flashback avec un geste terrifiant du démon, filmé au ralenti pour ajouter de l'étrangeté et donc de l'angoisse à cette image. Et là, le démon semble se mettre à pointer du doigt un détail très important. Quand on regarde très précisément dans l'image, on peut voir que le démon pointe en réalité un lien vers le site Écran Large, en recommandant vivement de s'y abonner pour seulement quelques euros par mois, afin de permettre à cette formidable équipe de cinéphiles passionnés de continuer à vous proposer non seulement des vidéos comme celle-ci, mais aussi toute une flopée d'articles exclusifs. Et oui, parce qu'on sait écrire aussi, réservés à nos fidèles. Oui, le démon rouge d'Insidious soutient la presse indépendante. Et c'était important de le souligner parce que peu de gens le savent et le réduisent trop souvent à une créature maléfique qui enlève des enfants dans leurs rêves. Bref, à ce moment-là, on pense qu'on a atteint le climax horrifique de cette séquence. Tout a été savamment mis en place pour qu'on redoute cette apparition. Et surtout pour qu'on pense qu'elle aurait effectivement lieu dans le flashback. Non seulement parce que c'est logique, vu que Lorraine a annoncé qu'elle allait raconter une petite anecdote surnaturelle, mais aussi parce que le jeu entre la dimension du présent et la dimension du souvenir, ainsi que tout ce qui est fait à la caméra et au son, nous conditionne presque physiquement à penser que la dimension horrifique sera, le temps de cette séquence, consignée au flashback. Quand on revient dans la salle à manger, on a une sorte d'état des lieux des trois personnages avec un retour sur chacun d'entre eux qui nous prouve que rien n'a bougé de leur côté, et surtout, le son du drone s'estompe et finit par s'arrêter en même temps que l'histoire de Lorraine. Donc, encore une fois, presque dans un réflexe physique inconscient, quand le son et les flashbacks s'arrêtent, on se relâche, on a l'impression qu'on est arrivé à bon port, que le pire est passé, qu'on a retrouvé la dimension rassurante de la normalité, tout en étant toujours chargé du stress accumulé depuis le début de la séquence, bien sûr. Évidemment, c'est en fait là, au moment où on pense être revenu en sécurité, que le film va porter son coup fatal. Un micro-son de craquement fait lever la tête de Lorraine vers Josh, et quand la caméra revient sur lui, évidemment, énorme son de drone accompagné du cri du démon, et évidemment, apparition de celui-ci. Pas de transition, le son apparaît et disparaît strictement avec l'image,
et nous prend doublement par surprise. Non seulement parce que physiologiquement, quand on passe brusquement de quelque chose de calme à quelque chose de très bruyant, on sursaute, et on est brusquement appelé à se sentir potentiellement menacé, mais aussi parce que cette apparition trahit toutes les règles établies plus tôt dans la séquence. L'apparition transgresse les limites du flashback, de la dimension surnaturelle et de la routine qu'avait instauré la mise en scène, pour tout à coup faire irruption dans notre safe place, dans notre zone de confort. Ajoutons à ça aussi le jeu sur le rythme, qui a été énormément repris depuis par toutes les séries B d'horreur, qui consiste à faire intervenir le jumpscare juste quelques secondes après le moment attendu, pour décaler l'effet et finalement recréer l'efficacité perdue. Donc, le son, le tempo et le cadrage, 3 éléments clés parfaitement pensés dans cette séquence pour décupler la peur et aboutir à un jumpscare à peu près parfait. D'autant plus que le sens du jumpscare lui-même est très pertinent, puisque comme je vous le disais, il repose sur l'idée que le démon transgresse les règles de mise en scène établies pour déborder dans le cadre rassurant de la normalité, et nous terrifier sur notre propre territoire. C'est exactement ce qu'il se passe dans le film, avec cette idée que les esprits du lointain, grâce au passage offert malgré eux par Josh et Dalton, arrivent à s'immiscer dans le monde des vivants. Donc, que ce jumpscare fonctionne sur vous ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'il est parfaitement construit et qu'il est un échantillon chimiquement pur du talent du James Wan de la grande époque. Cette scène me fait d'ailleurs penser à mon passage préféré dans le premier Conjuring, celui où Lorraine Warren raconte avoir vu le fantôme de la sorcière Bathsheba pendu à un arbre. On a d'abord la séquence réelle, dans laquelle l'horreur est annoncée hors champ grâce au grincement de la corde, avant d'être suggérée avec ce superbe plan de pied au-dessus de l'épaule de Patrick Wilson, oui, encore lui. Puis, quand Lorraine regarde en l'air, on ne voit plus ce qu'elle voit, et on a un plan d'ensemble qui nous montre bien que rien n'est accroché à l'arbre, et que nous, contrairement à elle, on n'a accès qu'à la dimension de la normalité. Ce n'est qu'un peu plus tard, quand Lorraine va raconter ce qu'elle a vu, qu'un flashback va nous montrer de nouveau un plan d'ensemble, cette fois-ci avec le corps de la sorcière. Une image assez terrifiante au sein du film, précisément parce qu'elle est montrée en 2 temps, qu'elle passe aussi par le récit secondaire du personnage, et parce que ce montage donne corps, encore une fois, à l'intrusion insoupçonnée du surnaturel dans le rationnel. Bref, encore une fois, le pur style James Wan de la grande époque. Et puis un jour, il y a eu Malignante. Mais j'aime plutôt bien Malignante en vrai. Le jumpscare d'Insidious n'est pas le seul dans son genre. Surtout que depuis, il en a inspiré beaucoup d'autres, et qu'il a sûrement contribué à déclencher l'overdose de jumpscare cheap qui a eu lieu dans les années qui ont suivi. Mais il reste une définition assez parfaite, selon moi, de ce qu'est un vrai bon jumpscare. C'est-à-dire une scène qui terrifie brusquement, non pas juste parce qu'on met un gros bruit et qu'il y a quelque chose qui surgit à l'écran, mais parce qu'il se place en apothéose d'une peur qui a été minutieusement architecturée au cours de la séquence. Et aussi tout simplement parce qu'il a du sens dans l'histoire. Il y a une grande différence à faire, je pense, entre les jumpscares qui ne font aucun effort pour réellement effrayer le spectateur, mais qui vont se contenter de miser sur le réflexe physiologique de gros bruit égale sursaut. Or, on est d'accord que quand on sursaute, on n'est pas forcément effrayé ou angoissé, et ce genre de jumpscare qui se contente de vous faire sauter sur votre siège sans chercher à susciter une vraie peur, c'est d'une facilité monstrueuse et ça n'a aucun intérêt. Et d'ailleurs, si j'avais un seul reproche à faire à la scène Insidious, c'est effectivement l'utilisation d'un gros bruit au moment où le démon apparaît, au lieu de se reposer sur son cri, parce que ce son, il est purement extra-diégétique, il n'existe pas pour les personnages, donc c'est un peu un gadget aussi. Cela dit, là ça a quand même un minimum de sens, puisque comme on l'a vu, le son du drone est une manifestation de la dimension paranormale à laquelle le démon est rattaché, et donc son arrivée extrêmement brutale dans la réalité, en même temps que le démon, est finalement assez cohérente. Bref, j'espère que cette petite analyse de séquence vous aura plu, laissez un commentaire, un pouce vers le haut, blablabla, mais surtout, si vous aimez ce format, je vais très égoïstement vous rediriger vers une autre de mes vidéos, à savoir mon analyse de séquence sur le silence des agneaux. À bientôt, et surtout, joyeux Halloween.